Je commençais à développer cette thèse en 1942 et c'est à ce moment-là que mon élimination de la presse quotidienne commença. Jusqu'alors, j'avais été un nom dans la presse écrite avec un salaire élevé. En 1941, la politique de soutien à l'État révolutionnaire était clairement destinée à générer des effets bien plus importants qu'en 1917. En 1917, le soutien américain ne put avoir un impact que sur l'établissement du communisme en Russie. En 1941, la situation était totalement différente. Le communisme était établi depuis longtemps. Le soutien, s'il était apporté sans aucune limitation, tel que promis par M. Hopkins, était destiné à permettre son extension, et ce, en accord avec la directive de Lénine. Le soutien apporté fut si prodigieux qu'il permit aux communistes de s'étendre sur une vaste zone géographique et aussi de se préparer à une nouvelle guerre. La perspective de cette troisième guerre, apparaissant immédiatement après la fin de la seconde, fut à l'époque décrite aux masses occidentales comme le fruit de la perfidie soviétique. Les montants transférés depuis l'Amérique vers l'État révolutionnaire dépassent quasiment l'entendement élu en 1932 afin d'annuler les déficits. Le président Roosevelt dépensa en 12 ans plus que tous les précédents présidents réunis, et cela dans une souveraine irresponsabilité. Aujourd'hui, les dépenses publiques de l'Amérique, 11 ans après sa mort, demeurent incompréhensibles, même pour une école de comptables. C'est un ensemble plein de zéros, avec quelques chiffres répartis parmi ceux-ci. Comparé à cet univers décoré de zéros, le montant des prêts bail accordés à l'État révolutionnaire par le président Roosevelt pourrait paraître dérisoire. 9 milliards 500 millions en fait des armes et des biens dont le montant atteint cette valeur fut renvoyée en théorie sur la base d'un achat ou d'un retour de la marchandise. Il s'agissait du transfert d'un important trésor qui, quelques décennies auparavant, aurait permis à plusieurs nouveaux États de mettre en place leurs affaires courantes sans avoir à se soucier de l'avenir. Ce flux de richesse fut dirigé par un individu écrit par son biographe officiel, M. Robert Sherwood, comme étant la seconde personnalité la plus importante des États-Unis. M. Harry Hopkins joua ainsi le rôle du potentat dans la distribution de matériel de guerre, rôle initialement occupé par M. Bernard Baruch en 1917. L'idée initiale vient de M. Baruch qui demanda avec insistance en 1916 qu'un homme soit nommé en tant qu'administrateur du tout-puissant bureau des industries d'armement qui, lorsque l'Amérique entra en guerre, sortit du statut précédent de commission consultative attachée au Conseil de la défense du cabinet présidentiel. Le cheminement menant à la nomination de M. Hawkins est révélateur puisqu'il démontre la méthode et le pouvoir permanent du groupe qui entoura les présidents américains en mandat au cours des deux guerres mondiales. En 1919, une commission d'enquête parlementaire dirigée par M. William Graham déclara au sujet de la commission consultative qui fut à l'origine du groupement de l'industrie militaire de 1918 qu'elle joua le rôle de gouvernement secret des États-Unis. Une commission constituée de 7 membres choisis par le président semble avoir défini tout le système d'achat de stocks d'armes, planifié une censure de la presse, conçu un système de contrôle de la nourriture et en résumé élaboré quasiment toutes les actions militaires qui furent ensuite actées par le Congrès, et elle fit tout cela derrière des portes closes durant des semaines et même des mois, avant que le Congrès des États-Unis ne déclare la guerre à l'Allemagne. Il n'y a pas une loi relative à la soi-disant législation sur la guerre qui ne fut pas au préalable discutée et mise au point par cette commission consultative avant la véritable déclaration de guerre. M. Baruch lui-même témoignant face à une commission parlementaire extraordinaire au sujet des activités ayant eu lieu pendant la guerre au sein de cette autorité autocratique dont il avait lui-même déclenché la mise en place, déclara, ouvrez les guillemets, les décisions finales étaient le mon ressort. Que ce soit l'armée de terre ou bien la marine qui reçoivent les locomotives, l'administration ferroviaire ou les alliés, ou bien que ce soit le général Allenby qui les obtienne, ou bien si elles devaient être utilisées en Russie ou en France,
j'avais probablement plus de pouvoir que tout autre individu. C'est avec cet aspect de la Première Guerre à l'esprit que M. Churchill déclara à M. Baruch en 1939 « La guerre est imminente, vous ferez marcher l'affaire là-bas ». La portée du pouvoir de M. Baruch au cours de la Première Guerre est encore mieux illustrée par un incident qui eut lieu en 1919, quand le président Wilson fut ramené en Amérique dans un état de grande faiblesse, alors que M. Baruch devint un des membres du groupe qui prit la décision pendant la maladie du président. M. Rosenbluth, ce groupe devint connu sous le nom de Conseil de Régence, et quand le chef de cabinet du président souffrant, M. Robert Lansing, secrétaire d'État, convoqua des réunions de cabinet de son propre chef. Le président, depuis son lit de convalescence, le renvoya, bien qu'il rompit avec d'autres proches, dont M. Wilson continua à avoir pleinement confiance en Baruch. Au cours de la Seconde Guerre, le président Roosevelt utilisa son pouvoir de la manière que le président Wilson et mis en place un conseil de la défense incluant une commission consultative. En 1940 et en 1942, celui-ci fut élargi à un bureau de production d'armement pendant du bureau des industries d'armement de 1918. À nouveau, M. Baruch conseilla qu'un homme soit nommé à la tête de cet organe au pouvoir immense, mais dans ce cas précis, il n'est pas lui qui fut choisi. Son biographe rapporte qu'il fut déçu, mais le lecteur ne devait pas accepter d'emblée cette information. Dans cet ouvrage, les rares références relatives à M. Baruch n'illustrent pas l'étendue de son influence parmi les meilleurs observateurs que je connaissais. Tous pensaient qu'il fut l'homme le plus puissant dans l'entourage des présidents américains pendant plus de 40 ans jusqu'à aujourd'hui. Son biographe avance qu'il conseilla chacun des présidents américains, y compris les 3 présidents républicains 1920, 1924 et 1928 à partir du président Wilson. En écrivant en 1952, prédit qu'il conseillerait également le président Eisenhower et donna même les grandes lignes de la teneur de ses conseils. La place réelle de M. Baruch dans cette histoire, où son estimation par le présent auteur sera exposée ultérieurement lorsque celui-ci fit son apparition publique la plus révélatrice. Même si M. Baruch se décrivait avec une justesse manifeste comme l'homme le plus puissant de 1917 à 1918, sa capacité à façonner les événements et les cartes du monde fut en fait bien moindre que celui qui occupa son poste pendant la Seconde Guerre, pour la raison patente que la détermination de ce que chacun pouvait recevoir incluait désormais l'État révolutionnaire établi comme une grande puissance militaire aux objectifs territoriaux importants et évidents. Même le gouvernement de la production militaire devint un organe secondaire lorsque l'administration du pré-bail fut mise en place par M. Harry Hopkins, fut nommé administrateur et aussi président du comité de protocole soviétique, du président Roosevelt avec le pouvoir de déterminer les quotas d'approvisionnement destinés à la Russie. À partir de ce moment, le destin et l'avenir de l'Occident étaient entre les mains d'un individu connu par un large cercle comme Harry the Hop. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que M. Hawkins aurait pu occuper un poste aussi haut placé. Auparavant, l'opinion publique informée par une presse libre et impartiale l'aurait difficilement toléré, dans la mesure où il ne disposait d'aucune qualification lui permettant de gérer des dossiers importants, en particulier dans le domaine des affaires étrangères. Même son biographe, pourtant bien disposé à l'égard d'un collègue de la Maison-Blanche, environnement respectable au sein duquel M. Hawkins, d'après son propre journal, se comporta à une certaine occasion comme un maquereau auprès d'un certain Molotov, notable communiste en visite, se demandait comment cet homme, dont les origines si obscures et qui est si peu préparé aux grandes responsabilités, avait pu devenir conseiller spécial du président. À ce sujet, un chercheur contemporain ne pouvait découvrir qui choisir M. Hawkins pour ce poste. Toutefois, il trouvera qu'au cours de sa jeunesse, M. Hawkins avait ingurgité le même type d'idées, celle de Louis Blanc et les révolutionnaires de 1848, que celle que M. House décrivait au cours de sa jeunesse
texane. M. Hawkins avait étudié auprès d'un défenseur de la cause communiste appartenant à la Société Fabienne de Londres qui soutenait que les États-nations devaient disparaître au profit des États-Unis du monde, et auprès d'un enseignant juif d'origine bohémienne et russe qui avait été un disciple de Tolstoï, le héros des bolcheviks. À nouveau apparaît ce phénomène de transmission d'idées. A priori, ce sont ces éléments qui permirent à M. Sherwood de le qualifier de, ouvrez les guillemets, de chouchou inévitable de Roosevelt. Auparavant, ils avaient été connus pour ses rôles de nettoyeur, de collecteur de fonds et de petit frère des riches. L'université d'Oxford lui décerna l'un des doctorats les plus douteux de son histoire, et les commentaires faussement flatteurs de M. Churchill à son propos, noter ses souvenirs de guerre, laissent un sentiment étrange. Quand M. Hawkins entama sa présidence du comité du protocole soviétique, initié par le président Roosevelt, et découvrit que certains membres n'avaient pas du tout confiance en la politique de soutien illimité accordée à l'État révolutionnaire, il leur adressa cet ordre impérieux. Les États-Unis font des choses qu'ils ne feraient pas pour d'autres Nations unies sans avoir toutes les informations à leur sujet. Cette décision d'agir sans disposer de toutes les informations a été prise. Après les délibérations requises, aucun amendement n'a été apporté à la politique menée actuellement, mais sa modification a constamment été demandée par différentes personnes. Il a proposé que ces demandes de modification ne soient plus prises en compte. 1942. Ainsi, l'État révolutionnaire, via M. Hawkins, se révéla être le chouchou inévitable de Roosevelt. Dans ce passage, le mystère que j'avais souligné au sujet des ministres britanniques et du sionisme réapparaît. La politique était fixée et ne peut être modifiée. Qui participa à la délibération de cette politique et qui décida qu'elle ne devait pas être réévaluée, quelles que soient les circonstances, fait partie des secrets de M. Hawkins, et tout cela se déroula à nouveau derrière les portes closes. En ce qui concernait les peuples entraînés dans cette histoire, le sénateur Robert F. Taft, leader du Parti républicain, protesta en vain lorsqu'il vit ce qui se tramait. Ouvrez les guillemets. Comment peut-on gober l'idée que la Russie se batte pour des principes démocratiques, pour répandre les 4 libertés dans le monde? Nous allons fournir des avions et des chars à la Russie communiste, mais aucun autre pays n'est plus responsable de la guerre actuelle et de l'agression allemande. Une violente campagne médiatique fut immédiatement déclenchée dans la presse et continua jusqu'à la mort du sénateur Taft. La situation actuelle des cartes du monde ainsi que son état justifie son message d'alerte, et ceux qu'aujourd'hui lisent la déclaration de Hawkins citée plus haut peuvent deviner que l'issue de la guerre fut déterminée par ses activités secrètes menées en 1942 et auparavant. Pour ce qui est des avions et des chars, respectivement 15 000 unités et 7 000 unités furent données. Une flotte de 581 navires fut également cédée. 127 unités furent rendues pendant une période étalée sur de nombreuses années, et en 1956, les soviétiques proposèrent d'en payer 31. Les navires restants, plus de 300, furent déclarés perdus, coulés ou inutilisables. Une flotte marchande fut également offerte. Cela représente seulement une partie du transfert total de biens qui prit de nombreuses formes. Le gouvernement américain n'a jamais publié les détails de ces livraisons. Le fait qu'elles soient connues et que la plupart d'entre elles étaient visiblement destinées à renforcer les capacités industrielles et militaires de l'État révolutionnaire après la fin de la guerre est dû à l'un de ces incidents qui aide les historiens, bien que, étant donné la situation actuelle des médias, ils n'atteignirent plus le public et ne produisent pas par conséquent les résultats bénéfiques. En mai 1942, un capitaine dénommé George Rosser Jordan produisit un rapport de mission depuis le fameux aéroport de Newark dans le New Jersey. Il fut soldat appelé pendant la Première Guerre et n'oublia jamais le conseil que lui donna un sergent en 1917 au Texas. Ouvrez les guillemets, garde tes yeux et tes oreilles bien ouverts, ferme ta grande gueule et garde une copie de tout.
La postérité doit à 5 derniers mots le livre le plus étonnant, à mon avis, de la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine Jordan reçut l'instruction de faire ses rapports auprès du dépôt numéro 8 des Nations Unies, alors que c'est l'aéroport de Newark qui était mentionné dans ses instructions. L'organisation dénommée Nations Unies fut créée 3 années plus tard. Il s'agissait d'une anticipation révélant le projet des hommes qui entouraient le président. Le capitaine Jordan, quand il fit son rapport de service en tant qu'officier de transmission, ne se doutait pas du pouvoir dont les soviétiques disposaient en Amérique, mais il comprit rapidement à travers 3 événements. En mai 1942, sur la piste d'atterrissage, après qu'un avion de ligne américain Airline eut éraflé le carter moteur d'un bombardier au moyen rayon d'action en attente d'être livré un pré-bail au gouvernement soviétique, un officier soviétique demanda avec colère qu'American Airlines soit interdit sur ce grand aéroport américain. Lorsque cette demande fut refusée, l'officier soviétique dit qu'il allait appeler M. Hawkins et quelques jours plus tard, un ordre provenant du bureau de l'aviation civile des États-Unis interdisait toutes les compagnies civiles américaines sur l'aéroport. Alors le capitaine Jordan commença à tenir un journal très complet et put démontrer grâce à celui-ci, quand il découvrit comment le reste du monde, la réalité des bombes atomiques, qu'au cours de l'année 1942, près de 15 millions de dollars de graphite, de tubes d'aluminium, de cadmium et de thorium, tous les matériaux nécessaires à la création d'un réacteur nucléaire, furent envoyés au gouvernement soviétique depuis Newark. À cette époque, le projet Manhattan, fabrication de la première bombe atomique, était supposé être totalement secret, à tel point que son responsable général de division, Leslie Grovers, attesta ultérieurement que sans son accord personnel, son service aurait refusé de transmettre des documents même au président Roosevelt. En 1942, lorsqu'il nota ces informations dans son journal, le capitaine Jordan n'avait aucune idée de la manière dont ces matériaux seraient utilisés, étant donné qu'il n'avait jamais entendu parler du projet Manhattan ou de la bombe atomique. Son expérience suivante concernant l'autorité exercée par les officiers soviétiques eut lieu lorsque l'un d'eux eut pris ombrage en voyant une étoile rouge sur un avion appartenant à l'entreprise pétrolière Texaco et menaça d'appeler Washington et de la faire enlever. Le capitaine Jordan eut des difficultés à expliquer que l'entreprise pétrolière Texaco utilisait l'emblème de son État, l'État de l'étoile solitaire, depuis de nombreuses années, bien avant la révolution de 1917. À partir de ce moment, le capitaine Jordan commença à réaliser que tous ces matériels destinés à l'État communiste ne faisaient pas le moindre du monde partie de l'accord central de pré-bail. Ouvrez les guillemets, le gouvernement des États-Unis continuera de fournir l'URSS des moyens de défense, des services de défense et des informations de défense dans la mesure où le président autorisera leur transfert, mais incluait beaucoup d'équipements qui n'avaient rien à voir avec la défense et tout en commun avec le renforcement de l'Union soviétique d'après-guerre. Il nota par exemple la fourniture de tracteurs et d'équipements agricoles, d'usines de fabrication d'aluminium, d'ateliers de fabrication de wagons, d'équipements de fonderie d'acier et de nombreux autres biens similaires. Ces envois qui, selon un témoin enthousiaste, aideront à Fort Dezer, notre pays, sont listés dans les décomptes globaux qui constituent les seuls documents issus du gouvernement américain qui fassent mention de ces transferts. Le 20e rapport au Congrès sur les opérations de pré-bail du président Truman fait état dans le chapitre intitulé « Non militaire, la somme faramineuse d'1,674,586 milliards de dollars pour des équipements agricoles et de 3,423 dollars pour les équipements et des produits industriels. En 1943, la perte de nombreux convois maritimes entraîna l'envoi croissant de matériel inclus dans le pré-bail par avion. Un aéroport américain dédié à ces mouvements de marchandises fut mis en place à Great Falls, dans le Montana, et le capitaine Jordan fut transféré sur ce lieu en tant qu'expéditeur dans le cadre du pré-bail.
À nouveau, son ordre de mission provenant de l'armée de l'air des États-Unis le désignait comme représentant des Nations Unies, bien qu'aucune organisation de ce nom n'existât, et découvrit qu'une directive présidentielle l'attendait, intitulée Rotation d'avions russes, et précisant que la modification de l'équipement et la rotation des avions russes sont absolument prioritaires avant même les avions de l'armée de l'air des USA. Il fit alors, et pour la troisième fois, l'expérience du pouvoir des soviétiques. L'officier soviétique avec qui il était en relation estima que son grade de capitaine était insuffisant. Il demanda sa promotion au rang de major. Lorsque les feuilles de chêne dorées arrivèrent comme convenu, elles furent épinglées aux épaulettes du major Jordan par le colonel Kotikov, événement probablement sans précédent dans l'histoire militaire de l'Amérique. C'est alors que le major Jordan remarqua qu'un nombre étonnant de valises noires fermées par des codes et protégées par des sceaux empruntaient son ascenseur vers Moscou. Ses doutes étaient désormais grands, et il tira profit d'une opportunité favorable et du seul pouvoir qui lui restait, celui de donner ou de retirer l'autorisation de vol des avions du pré-bac pilotés par les Américains pour leur dernier convoi vers Fairbanks en Alaska, pour esquiver les agents armés de la police secrète soviétique, pénétrer dans un avion et ouvrir approximativement 18 valises parmi les 50 entreposées. Il prit quelques notes sur le contenu des valises ouvertes. Au milieu d'une grande quantité de documents, de plans, de courriers et de dessins, il fut deux découvertes qui, des années plus tard, cadrent bien avec la situation de l'espionnage et du complot qui éclata au grand jour suite aux différentes révélations ayant eu lieu sur la période de 1948 à 1956. L'une des découvertes était un ensemble de dossiers à onglets du département d'État. L'un était intitulé The Ace et un autre des CRS. Le major Jordan n'avait jamais entendu ces noms, mais il s'agissait du chef du département d'État qui plus tard fut condamné, Alger Hayes, et autres responsables du département d'État impliqués dans la même affaire. Ces dossiers contenaient des copies de transmissions secrètes provenant des attachés diplomatiques américaines en service à Moscou, envoyés à Washington par valise diplomatique et retournés sous forme de copies à ceux à qui le secret devait être caché. La découverte la plus importante continue d'affecter tous les Occidentaux autant qu'aujourd'hui, que lorsqu'elle fut révélée, il s'agit d'une lettre adressée à Mikoyan, commissaire soviétique au centre extérieur. Le major Jordan en nota un extrait. Et eut de grandes difficultés à le soutirer de Groves, le responsable du projet de bombe atomique. La lettre était signée HH, était joindre une carte de l'usine nucléaire de Oak Ridge, dans le Tennessee, et la copie carbone d'un rapport estampillé Harry Hopkins, contenant une quantité de mots tellement étranges aux yeux du major Jordan qu'il écrivit également une note à leur sujet. Ayant l'intention d'en découvrir le sens, parmi ces mots figuraient les termes cyclotron, proton et deutéron, et des phrases comme l'énergie produite par fission et des murs de 5 pieds d'épaisseur constitués d'eau et de plomb afin de contrôler les projections de neutrons. M. Hawkins, comme démontré précédemment, était le chouchou inévitable de Roosevelt, le conseiller spécial du président, le second homme le plus important des États-Unis. Au cours de quelques années qui suivirent la Seconde Guerre, les dirigeants américains et anglais affirmèrent au public que la meilleure protection contre les nouvelles guerres et la défense la plus efficace face à une agression soviétique était de se munir de la bombe atomique. Le 23 septembre 1949, l'Union soviétique fut explosée une bombe atomique, ne surprenant en rien ceux qui avaient suivi l'affaire avec attention. Alors le major Jordan ne put se contenir plus longtemps et constata un sénateur qui fut suffisamment ému pour convaincre le célèbre animateur radio Fulton Lewis de révéler cette histoire. Elle fut ainsi rendue publique à travers ce média et ensuite sous la forme d'un livre, et elle fut l'objet de deux audiences de congrès en décembre 1949 et en mars 1950. La presse unie comme un seul homme déforma les accusations les plus graves contenues dans l'affaire. Et comme dans tous les exemples de ce type, aucune décision véritable curative ne fut prise.
aucune action efficace ne fut appliquée afin d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise au cours de la prochaine guerre. En 1944, le major Jordan, plus soucieux que jamais, essaya de rencontrer l'officier de liaison en charge du pré-bail au sein du département d'État. Mais il fut interpellé par un responsable subalterne qui lui dit, ouvrez les guillemets, les officiers qui sont trop indiscrets sont susceptibles de se retrouver sur une île quelque part dans les mers du Sud. Peu de temps après sa mission, Whitefall fut arrêté. Son livre contient la liste complète des envois réalisés dans le cadre du pré-bail, à laquelle il eut accès et qu'il put copier en raison de son statut d'officier de liaison. Cette liste faisait mention de tous les produits chimiques, métaux et minéraux nécessaires à la fabrication d'une pile atomique qui furent transférés, et certains de ces composants peuvent être également utilisés pour la fabrication de la bombe hydrogène. Il s'agit de beryllium, de cadmium, de cobalt en minerai ou en concentré, 15,2 tonnes de cobalt sous forme métallique et de déchets contenant du cobalt, 366 tonnes d'uranium sous forme métallique, 1 kg de tubes d'aluminium, 5790 tonnes de graphite, 3350 tonnes de thorium, de nitrate d'uranium, d'oxyde uranique d'aluminium et d'alliage, 166 tonnes de barres d'aluminium, 6230 tonnes de plaques d'aluminium, 56 300 tonnes de lingots et barres en bronze et en laiton, 34 700 tonnes de câbles en bronze et en laiton, 7300 tonnes de plaques en bronze et en laiton, 243 000 tonnes de câbles isolés en cuivre, 180 000 tonnes, etc. Cette liste inclut également les approvisionnements russes exclusivement liés à l'après-guerre. D'après le général Grove, tels que raffineries de pétrole, équipements et pièces de forge, 53 856 071 dollars, tours, perceuses de précision, équipements pour conserverie, équipements pour laiterie industrielle, machines pour scierie, machines pour l'industrie textile, machines de puissance, 60 313 833, équipements de fonderie, équipements pour centrales électriques, équipements et matériel de télécommunication, 32 millions, générateurs, 222 millions, équipements cinématographiques, appareils et équipements radiophoniques, 52 millions de dollars, 9 594 wagons de transport de marchandises, 1168 locomotives à vapeur, 101 millions de dollars, navires marchands, 123 millions, camions, 50 millions de dollars, et ainsi de suite. Parmi les dons les plus importants visiblement dédiés au renforcement industriel de l'Union soviétique d'après-guerre, les notes du Major Jordan incluent une usine de réparation d'instruments de précision, 550 000 dollars, 2 usines agroalimentaires, 6 924 000 dollars, soit unités de production de gaz, 21 390 000 dollars, une raffinerie de pétrole avec machinerie et équipement, 29 50 000 dollars, 17 machines à vapeur et 3 centrales hydroélectriques, 273 millions de dollars. La liste des biens soviétiques reproduite par le major Jordan laisse penser qu'un vent d'hystérie affecta M. Hawkins et ses partenaires dans leur dynamique de dons, dans la mesure où cette liste inclut des objets pour lesquels aucune explication rationnelle ne peut être trouvée. Par exemple, lunettes, 169 000 dollars, dents, 956 000 dollars, 9 126 montres avec pierres précieuses, 143 000 dollars, 2820 kilos de savon, 400 dollars de rouge à lèvres, 1410 litres d'alcool, 57 444 de leurre pour la pêche, 161 000 dollars de lanternes magiques, 4 352 dollars d'objets de fête foraine, 6 010 kilos de papier carbone,
2 pianos neufs, 60 000 dollars d'instruments de musique, un objet qui évoque des visions du leader bien-aimé, l'oncle Joe, cher à M. Roosevelt et M. Churchill. Une pipe évaluée à 10 dollars. Le passé de M. Hopkins en tant que collecteur de fonds professionnel et intervenant bénévole semble se refléter dans les donations de 88 millions de dollars étalés sur 4 ans à des fins de soutien ou de charité. Ceux qui ont visité la Russie soviétique peuvent essayer d'imaginer cet argent distribué au peuple par les commissaires. Ce n'était pas la fin des dons pécuniaires sous les termes du pré-bail. En 1944, M. Henry Morgenthau Jr., secrétaire au Trésor de M. Roosevelt, ainsi que son secrétaire assistant Harry Dexter White, dont les activités d'agent pour les soviétiques furent ultérieurement révélées, commandèrent l'expédition vers le gouvernement soviétique de copies des plaques d'impression de billets appartenant au Trésor des États-Unis afin d'imprimer des billets à destination des forces occupantes allemandes après la guerre. Cela signifiait que les billets imprimés par le gouvernement soviétique pour ces troupes étaient payés par le gouvernement américain, puisqu'aucune distinction n'était faite entre les différents billets imprimés. Fin 1946, les protestations du public obligèrent le gouvernement américain à arrêter de payer ses propres troupes avec ses billets, empêchant ainsi l'utilisation de ces devises par les gouvernements soviétiques. Le gouvernement militaire des États-Unis en Allemagne découvrit alors qu'il avait financé approximativement 250 millions de dollars de plus que le montant total des billets imprimés par son propre département des finances. Le gouvernement soviétique ignora une demande de paiement pour la modeste somme de 18 000 dollars, prix des plaques et du matériel qui lui avait été fourni et qui lui avait permis de soutirer directement 250 millions de dollars au Trésor des États-Unis. Ainsi, pendant 4 à 5 ans, un transfert illimité de matériel de guerre, de biens pour l'industrie d'après-guerre et de dons de diverses natures eut lieu à destination de l'État révolutionnaire et l'interdiction de se renégocier. Cette politique venait du plus haut niveau. De plus, les préférences et les priorités de cette politique par rapport aux besoins des Américains et des Alliés furent explicitement ordonnées depuis ce même niveau. Il y avait d'autres moyens de soutenir et d'aider l'expansion de l'État révolutionnaire. 1. L'organisation d'opérations militaires. 2. L'orientation des politiques d'État au cours de conférences de dirigeants ayant pour thème ces opérations militaires. La politique de fourniture d'armes et de richesses en faveur de l'État révolutionnaire était menée d'une manière tellement ferme, voire fanatique, qu'il était logique de s'attendre à ce que la même politique fût poursuite par le biais d'opérations militaires et des conférences en découlant. En fait, cela se produisit comme les observateurs perspicace de l'époque l'avait annoncé et conformément à ce que le bilan de la guerre démontre désormais pleinement. Ceci était également le résultat d'une large prise de pouvoir en coulisses au cœur de la République américaine par les méthodes d'invasion décrites dans le chapitre précédent. La démarche de détournement de toutes les opérations militaires en faveur de l'État révolutionnaire qui avait déclenché la guerre en complicité avec Adolf Jacob Hitler Rothschild au cours de l'attaque concertée de la Pologne débuta juste après Pearl Harbor. Ce fut un échec alors, mais ce fut un succès total au cours des dernières étapes de la guerre, comme ses fruits le prouvent. Le rôle majeur dans ce processus fut joué par le personnage le plus énigmatique de la Seconde Guerre, le général George Marshall, chef des troupes de l'armée des États-Unis. C'est à lui que le sénateur Joseph McCarthy attribua dans son discours du 14 juin 1951 un réquisitoire bien documenté qui constitue une source de référence majeure dans ce domaine. L'évitement systématique et planifié de la victoire qui commença bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et le fait que l'Amérique, détenant le pouvoir de faire basculer la balance, s'engagea